Bonjour à toutes et à tous. Je laisse les uns et les autres se connecter. Excusez-nous pour les quelques minutes de retard. Certains intervenants ont du mal à se connecter, donc on les laisse nous rejoindre et nous démarrons. Merci pour votre patience. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci pour votre patience et désolé pour les quelques minutes de battement. C'est toujours la difficulté d'organiser les webinaires, les rencontres comme ça à distance. On a des panélistes qui sont dispersés dans différents pays et parfois confrontés à certains soucis techniques. Mais nous allons pouvoir démarrer en espérant que ces soucis techniques vont se résoudre. Donc, ravi de vous retrouver pour ce webinaire et de constater aussi une forte mobilisation. C'est le dernier vendredi de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à ce rendez-vous, donc merci pour votre mobilisation. Je me présente tout d'abord, je suis Amandine Allaire, je suis référente plaidoyer au sein du projet 21 et j'animerai la rencontre aujourd'hui avec les partenaires ici en ligne et que je vais ensuite vous présenter. Alors, comme vous le savez, la campagne des 16 jours cette année a pour thème « Investir pour prévenir ». Et au P21, au projet 21, qui est un projet interagence de monitoring de protection, nous menons depuis 3 ans un travail de collecte de données et d'analyse sur la protection. Et depuis 2021, les moniteurs du projet ont conduit plus de 24 000 interviews avec des informateurs clés et des représentants de familles, couvrant chaque année environ 2500 localités au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Donc pour nous, c'est une vraie richesse d'informations et cela nous paraissait important à partager dans le cadre de la campagne pour que l'analyse puisse contribuer aux orientations d'investissement pour pouvoir prévenir et mieux répondre à la violence basée sur le genre au Sahel central et au Tchad. Donc, le but de la rencontre, comme vous avez pu lire dans la note qui était jointe à l'invitation, c'est de pouvoir échanger à partir des données, des tendances que nous observons sur les actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre et sur les orientations à prendre en termes de financement, de la programmation et de la prévention de la violence basée sur le genre en région. Donc, pour cela, nous allons démarrer avec ma collègue Anna Maria Rivas, qui est analyste au P21, ainsi qu'Oswald Chugui, qui est spécialiste régional VBG à l'UNFPA et qui est aussi en charge de la coordination du groupe de travail régional VBG. Donc, tous deux, nous présenterons les résultats d'analyse et la situation relative aux violences basées sur le genre au Sahel central et au Tchad. Et nous poursuivrons avec un exemple de programmation mise en œuvre au Niger avec Jamila Abouchekaraou, qui est coordinatrice protection au sein de l'ONG Danish Refugee Council, DRC. Oswald pourra aussi contribuer, partager les expériences d'opérations qui sont déployées en région. Ensuite, nous aurons un point, nous terminerons les échanges et la rencontre avec la stratégie et la perspective côté bailleur de fonds. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, alors là, on a eu quelques petits soucis, mais normalement, c'est Anne-Marie Sawadogo qui est représentante de l'Alliance Sahel, et plus précisément en tant que porte-parole du groupe genre au sein de l'Alliance, qui est présidé, ce groupe est présidé par l'AFD,
l'Agence française de développement et par la Banque africaine de développement. Donc, en espérant qu'elle n'ait pas de soucis techniques, sinon nous solliciterons l'appui d'un autre membre de l'Alliance. Le webinaire est prévu pour une durée d'1h30 avec des temps de réponse à vos questions. Alors, est-ce que tout le monde est... oui, il n'y a pas de souci technique. Donc, vous avez une barre de chat qui est dédiée à ça, si vous avez besoin. Normalement, en bas de votre écran, si c'est bien en bas, ou sinon vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez des bulles et Q et R. Donc là, vous pouvez intervenir à tout moment en tant que participant pour poser vos questions ou poster vos commentaires. Tout au long du webinaire, je m'assurais, moi, au niveau de la modération, de prendre les questions et de pouvoir les soumettre aux différents intervenants. Le webinaire est enregistré et le lien vous sera communiqué à chaque participant inscrit une fois que la vidéo sera mise en ligne. Vous pourrez retrouver l'enregistrement. On vous communiquera également une note avec les différentes données présentées au niveau du projet 21 à la suite de ce rendez-vous. Alors, avant de démarrer les présentations avec Anna et Oswald, on va simplement vous partager une vidéo qui a circulé, vous avez peut-être déjà pris connaissance, mais une vidéo que nous avons réalisée avec nos partenaires, une très courte vidéo qui présente les principales tendances et données relatives à la violence basée sur le genre en région. Donc, je vous demande juste une seconde. Je vais partager cela avec vous dans une minute.
Donc voilà pour cette vidéo qui vous présente effectivement en quelques images et avec quelques données clés la situation au Sahel central et au Tchad. On m'a dit que le son n'était peut-être pas passé chez tout le monde. Je m'en excuse si c'était le cas de votre côté. Et si c'est le cas, la vidéo est disponible en ligne. Vous pourrez aussi la revisionner. Je vous transmettrai le lien avec les éléments après le webinaire. Et pour poursuivre les échanges, enfin démarrer même les échanges, nous allons laisser la parole à Anna Maria et Oswald, et peut-être Anna pour commencer, pour plus d'informations et de détails sur les données. À toi, Marie. Anna, merci. Merci beaucoup, Amandine. Bonjour à tous et merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici avec vous. Je suis chargée de protection HR, analyste d'OP21. La vidéo, effectivement, je n'ai pas eu de son non plus, mais en fait, c'est pas grave. Il y a certains éléments qui vont être repris. Et aussi, Amandine va partager le lien de la vidéo, comme ça, vous pouvez le suivre. Mais c'était juste de la musique. L'idée, c'était juste plutôt de suivre avec les éléments qui étaient projetés. Donc, c'est pas très grave s'il n'y avait pas de son pour ceux qui n'ont pas pu entendre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Amandine, lancer la présentation, s'il te plaît? Merci. Tu me dis quand c'est bon, hein? Ah oui, c'est bon. Bon. Ouais, là, on la voit. Merci beaucoup. Suivante, s'il te plaît. Donc, du côté de Projet 21, juste comme ma collègue Amandine l'a dit, pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, le Projet 21, c'est un projet interagence et transfrontalière qui est en place depuis 2020 dans les 4 pays qui est annoncé, c'est-à-dire les Sahel central, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et aussi le Tchad. En fait, nous avons fait en 2000, enfin, cette année déjà, on a dépassé le nombre de nos entretiens comparé à l'année dernière. L'année dernière, nous avons fait 15 000 entretiens chez des informateurs clés et des familles dans 2500 localités. Et cette année, déjà en novembre, on avait dépassé ces chiffres. C'est un projet qui est en expansion aussi parce que dû à la crise de protection du Sahel central, les projets ont commencé à les activités de monitoring et de protection aussi dans les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et prochainement, nous allons continuer aussi et les projets et les continuer aussi à la Mauritanie en 2024. C'est un projet avec beaucoup de partenaires de protection. Il y a 26 partenaires actuellement, tous des acteurs de protection, experts aussi dans la collecte des données. Bon, donc voilà, en termes d'un aperçu très global de la situation de protection, je vais faire ça très vite pour encadrer un petit peu l'analyse GBV. En fait, il a été constaté que les défis, disons, socio-économiques, aussi des développements et climatiques sont déplacés par l'ampleur d'une crise de protection qui touche l'ensemble des pays de la sous-région. Ce n'est pas seulement ces pays-là où, comme on a expliqué, on collecte les données, mais il y a des énormes impacts dans toute la région du Sahel. Les nombres de personnes déplacées est déjà dépasse de 8 fois les chiffres il y a 5 ans, 3 millions de personnes et parmi celles-ci, plus de la moitié, c'est des réfugiés et des demandeurs d'asile. C'est une chiffre qui est assez alarmante et à ça, en rajoutant que en plus, d'après
les programmes alimentaires mondiaux, près de 10 millions de personnes au Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad font face à l'insécurité alimentaire. Donc, la situation de protection s'empire, mais aussi la précarité, la pauvreté augmentent de façon exponentielle. Avec tout cela aussi, il y a des restrictions de mouvement et aussi avec le déplacement de population. Et ces restrictions vont aussi, on va dire, au-delà de l'association, disons, commune, où les mouvements sont limités ou restreints pour les populations déplacées ou réfugiées. Un truc important à comprendre, c'est que les projets 21 collectent des informations chez les communautés hôtes et les nombres des enquêtes qui sont faites chez les populations hôtes dépassent à peu près la moitié des enquêtes globales. Et en deuxième partie, il y a les enquêtes aux déplacés. Ceci est très important parce que donc cela montre aussi que ces populations ont des restrictions de mouvement, les communautés hautes aussi, mais donc en lumière la situation difficile des populations locales qui font face à des limitations dans leur mobilité à l'intérieur et à l'extérieur de leur foyer. Et en raison de ce conflit armé et de la violence généralisée. L'accès donc humanitaire aussi se détériore et l'accès aux populations affectées. Donc, il y a une diminution de l'espace humanitaire. Aussi, les enquêtes de monitoring des protections en 2023, les enquêtes à distance, pardon, ont augmenté aussi en 2023, aussi liées à ces restrictions des mouvements, mais aussi à des autres restrictions liées aussi à l'augmentation et des aléas climatiques et de la situation aussi environnementale. Donc, il y a de plus en plus de difficultés pour aussi les acteurs humanitaires d'accéder aux populations affectées par la crise. Et dans cette situation désastreuse, prive l'accès aux biens et services essentiels de toutes les populations, y compris les marchés, la nourriture, l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement et les opportunités de subsistance. Et donc, les communautés entières, elles sont soumises dans beaucoup d'endroits du Sahel central et là où nous émenons les enquêtes de P21 à la peur et l'anxiété de l'avenir. Et elles ne peuvent pas se déplacer librement chercher les moyens pour subsistance à raison de cette constante des affrontements souvent constants des groupes armés, des dispositifs explosifs, de la présence des acteurs et les menaces de ces groupes. Donc voilà, suivante, s'il te plaît. Donc, dans ces cadres assez difficiles qui continuent à se détériorer, nous avons les femmes et les filles qui sont, disons, les enfants, enfin, les femmes et les filles sont les populations les plus vulnérables à tout cette risque de protection, mais ils sont aussi, ça a été constaté qu'ils sont aussi les plus confrontés aux violations des droits de l'homme et à la situation sécuritaire qui se dégrade. Et ils sont confrontés donc à des choix vraiment impossibles entre devoir décider entre l'éducation des enfants, la sécurité personnelle et du ménage et l'accès aux moyens de subsistance pour survivre. Donc, les risques de protection donc, augmentent et actuellement, en matière de violence basée sur les genres, le projet 21 constate en 2023 qu'il y a une augmentation pas seulement de l'insécurité et des incidents de protection et des violences basées sur les genres, mais aussi les sentiments de sécurité au sein de la communauté des foyers. Donc, il y a eu une augmentation déjà en général de tous les incidents de protection, mais dans quelques zones aussi là où nous collectons les informations du projet 21, il y a
une augmentation vraiment exponentielle des incidents, notamment des cas de viol, d'harcèlement sexuel, notamment des cas de violences aussi domestiques vis-à-vis des femmes, de mariages forcés, des grossesses précoces. Et il y a des endroits où 1 sur 5 des incidents GVV sont, enfin, pardon, un des 5 incidents total de protection sont des incidents de violence basée sur les genres. Et les Mali et le Burkina Faso sont parmi les pays avec des taux les plus hauts en matière de violence basée sur les genres. Aussi, comme le projet 21 collecte des informations sur la perception, mais aussi par rapport à l'insécurité et les incidents, mais aussi il y a des collectes de données vis-à-vis l'insertion, enfin la place des femmes et des filles au sein de la communauté. Et aussi leur perception par rapport à l'assistance et le service de base disponible pour les femmes et pour les filles. Et par rapport à ces services aussi, on a constaté en 2023 une dégradation importante, plus de 40% des populations, enfin des femmes enquêtées n'ont pas d'accès aux services spécialisés adéquats. Quand on parle de services spécialisés, c'est des hôpitaux, des écoles, vraiment de services de base qui peuvent leur permettre de vivre bien et en dignité. L'insuffisance de services aussi a augmenté par rapport à les années précédentes. La distance au service augmente aussi parce que, comme on a expliqué, la situation de sécurité se dégrade au point que les populations sont forcées de s'isoler de plus en plus et perdre cette structure communautaire qui leur protège aussi, mais aussi qui leur donne accès aux différents services basiques comme les marchés, l'éducation, les services de santé. Ils sont obligés de se déplacer de plus en plus régulièrement et des distances de plus en plus longues pour accéder à ces services. Et un point important, là où c'est intéressant de mettre l'accent, c'est sur l'accès à l'école, et notamment l'accès à l'école des filles. Parce que, comme on disait, il a été constaté à travers les indicateurs que les enfants ont de moins en moins accès à l'éducation primaire. Et les filles sont parmi les enfants, enfin, elles sont les plus affectées par cette tendance. Et il y a une corrélation aussi entre l'accès à l'éducation et la liberté et les manques de liberté de mouvement. Donc, à cause de la situation sécuritaire, les ménages sont obligés de ne pas pouvoir sortir de chez eux pour des contraintes ou pour des problèmes sécuritaires. Et les enfants ne vont plus régulièrement à l'école et les filles surtout ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de ressources, mais aussi il y a des distances longues à parcourir et qui les met aussi plus en danger à des attaques opportunistes en aller à l'école, etc. On peut passer aux slide suivantes, Amandine. Donc, en matière de menaces en tant que, disons, les femmes en tant que responsables aussi domestiques et alimentaires de leur famille sont particulièrement vulnérables à tout type de violences communautaires, notamment l'harcèlement, les discriminations, la stigmatisation. Et ça aussi a un impact important dans la collecte des données. Il y a, disons, encore beaucoup de sensibilisation et de plaidoyer à faire au niveau aussi politique et social pour l'accès aux droits des femmes et des filles dans les pays du Sahel central. Et donc, il y a aussi une approche aussi communautaire de les femmes n'ont pas plus facilement que, pardon, les femmes n'ont pas le même accès aux droits que les hommes et même surtout les femmes qui sont dans les zones les plus isolées de pays où nous collectons les données. En ce qui concerne la violence aux femmes,
la violence la plus importante soulevée par le P21, c'est la violence domestique. En faisant la comparaison entre les données collectées sur les incidents de protection et les auteurs de ces incidents, c'est possible de voir cette corrélation entre les agressions physiques ou les agressions de la part d'un partenaire intime ou de quelqu'un du foyer ou de la communauté vis-à-vis les agressions et les incidents soulevés par les femmes et par les filles. Donc, on peut voir à travers de 2023 jusqu'à maintenant que ces agressions physiques non sexuelles aussi ont augmenté, aussi les dénis de ressources, et ça a été, ça a doublé entre 2021 et 2023, et aussi, bon, ce qui concerne le mariage forcé et les mariages, enfin, le mariage forcé, les grossesses non désirées et aussi les grossesses précoces, ce sont des données dans un système de collecte de données comme le monitoring qui peuvent être difficiles de pouvoir voir la magnitude vue aussi à la stigmatisation et la problématique sociale dans lesquelles ça s'encadre. Mais notamment au Niger et au Mali, les incidents, enfin, les principaux problèmes auxquels les filles et les femmes font face en matière de protection, c'est notamment le mariage forcé et les mariages, enfin, le mariage d'enfants, le mariage forcé. Donc, ce sont des indicateurs qui, même si on voit une variation dans les tendances qui n'est pas, disons, qui n'est pas constant, on voit que c'est quelque chose qui effectivement augmente pendant certaines périodes ou diminue aussi, je pense, en tenant compte que pendant la collecte des données, s'il y a des activités de sensibilisation en cours aussi vis-à-vis les mariages forcés, vis-à-vis les agressions sexuelles et les GBV, ça peut aussi des fois influencer les réponses aux enquêtes. Donc, ce sont des tendances qui, c'est difficile de pouvoir analyser avec les données d'une seule source d'information, mais on peut constater qu'il y a quand même une prévalence de cette situation depuis 2021 et ça continue à être parmi les principaux types d'incidents de protection auxquels les personnes enquêtées, pas seulement les femmes, les filles, mais en général, les personnes enquêtées font face au Sahel central. Prochaine slide. C'est ma dernière aussi. Et donc, finalement, donc, en termes de protection communautaire, avec cette situation qu'on encadre de difficultés, surtout aussi des femmes pour pouvoir accéder aux services sociaux, en fait, il faut comprendre que l'espace de protection communautaire qui existait auparavant, parce que la grande majorité des femmes aussi enquêtées et ont exprimé que la première personne qui est recours quand il y a un cas de GBV, ce sont au sein de la communauté, on voit que cet espace communautaire est de plus en plus restreint parce que les populations sont obligées, à cause de la situation sécuritaire, de s'isoler de plus en plus. Il y a des différents types de mouvements pendulaires, des mouvements secondaires, les oblige à devoir se déplacer et aussi dans des endroits de plus en plus isolés qui les empêchent d'accéder facilement aux services. Et on voit que, en fait, la protection à l'extérieur de la communauté devient de plus en plus difficile pour ces femmes et pour ces filles. Il y a plus de 66% de populations qui ont exprimé se sentir en insécurité en dehors de la communauté, mais en fait, il faut comprendre qu'en dehors de la communauté, pour beaucoup de ces populations, c'est l'accès à tous les services de base, même les écoles, même le marché, même les services de santé. Donc, ça devient vraiment très problématique pour les femmes et pour les filles d'avoir ces réseaux communautaires qui les protégeaient auparavant. Donc, et comme je disais, et ça c'est un point aussi important, la situation dans le Sahel est tellement complexe en ce moment que comme
quand on parle aussi de confinement forcé ou de le manque de liberté de mouvement, ce sont aussi les femmes et les filles qui sont aussi les plus affectées. Donc, il y a les deux choses. Il y a la manque des possibilités de pouvoir accéder aux services de base, la restriction de mouvement de la part aussi des acteurs et des groupes armés, mais il y a aussi cette distance énorme à parcourir s'il y a l'opportunité de pouvoir accéder à certains services, notamment les écoles, aussi en tenant compte que surtout en 2023, il y a eu dans cette région de plus en plus de fermetures des écoles dans toute la région en raison à la situation sécuritaire. Je pense que je m'arrête là. Je vais laisser la parole à mon collègue Oswald qui va compléter les données de P21 avec les autres sources des monitoring des violences passées sur le genre. Merci beaucoup. À toi, Oswald. Merci beaucoup à Anna Maria. Bon, comme Anna Maria l'a dit, la situation sécuritaire, la situation socio-économique et politique, les conflits, les effets du changement climatique, avec toutes les inondations que nous sommes en train de connaître dans la région et certains pays, sécheresse et autres, ont vraiment un effet considérable sur l'aggravation ou l'augmentation des risques de violences basées sur les genres pour les femmes et les filles. Alors, les collègues du projet P21 nous avaient fait écho de cette richesse de données que Anna Maria vient de partager en ce qui concerne la situation des femmes et filles dans le Sahel, inclus le Tchad, qui continue à se dégrader. Et parallèlement, au niveau de la coordination VBG dans la région, nous avons presque les mêmes résultats. Donc, on a trouvé qu'il y a une corrélation entre les données de monitoring de protection, qui sont les données d'évaluation des perceptions communautaires, si les incidents de protection et autres, à travers des enquêtes ménages. Et nous avons compris que ces résultats, ces findings, comme on les dit, ont des liens très proches avec les données que nous disposons, les analyses que nous disposons à ce qui concerne l'accès aux services. Ça veut dire le nombre de femmes qui sont survivantes des VBG et qui étaient parties chercher les services de prise en charge au sein des différents services dans ces différents pays concernés. Alors, moi, je vais présenter de manière très sommaire quelques résultats de l'analyse des données, des informations contextuelles que nous avons dans ces trois pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sahel. Même si on a peu de données pour le Niger et le Sahel, mais les données montrent qu'il y a vraiment des liens très forts entre les données des incidents de protection et les incidents VBG collectés sur terrain. Amandine, s'il te plaît, prochain slide. Voilà. Donc, les conflits, les stabilités politiques, la précarité socio-économique, les inégalités des genres qui continuent, accentuent les risques de VBG. Nous avons constaté que le plus grand nombre de survivants de VBG qui ont été pris en charge au sein des différents services sont des personnes déplacées internes. Donc, la majorité des survivantes qui sont parties chercher les services auprès des fournisseurs de services spécialisés, c'est-à-dire psychosocial, médical, santé, juridique, économique, sûreté et sécurité, sont des personnes déplacées internes. Ce n'est pas assez étonnant. Vous avez vu les contextes de déplacement forcé, comment ils s'accentuent dans la zone. Il y a des gens qui sont déplacés internes depuis plus de 5 ans. Ils se déplacent d'un camp à un autre, d'un camp spontané à un camp formel, d'un camp aux communautés d'accueil, et ainsi de suite. Nous avons plus de 3 millions de personnes déplacées internes dans la région pour le moment. Donc, au Tchad,
les survivants de VBG IDPs ou de personnes déplacées internes étaient 55% au premier semestre 2023, selon les données du premier semestre 2023, pardon, et 77% au premier semestre 2023 au Burkina Faso. Parallèlement, nous avons également constaté qu'il y a une augmentation des cas de violence entre partenaires intimes qui sont rapportés. Anna Maria a parlé des violences domestiques, mais on peut faire les liens entre violences domestiques et les violences entre partenaires intimes. Et là, on a vu encore qu'au Mali, les violences entre partenaires intimes représentent 43% du total du nombre de survivants ayant reçu les services au premier semestre 2023. Toutes ces données sont des données du premier semestre 2023. Au Burkina Faso, ils représentaient 47%. Et pour la même période, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le Cameroun et le Nigeria ici, mais pour la même période, vous allez voir que même au Cameroun, c'est 74% et au Nigeria, c'était 67% en 2021. Donc, pour dire que la précarité, l'instabilité politique, la précarité socio-économique et autres mettent une pression sur les normes sociales des gens et au par ricochet sur les violences entre les partenaires intimes. Et la majorité des survivants, vous allez constater qu'ils sont des personnes déplacées internes. Donc, c'est tout à fait un peu compréhensible compte tenu de tous ces facteurs qu'on arrive à ces résultats-là. À Difa, pour la seule zone de Difa au Nigeria, on a constaté que les dénis des ressources représentent 63% des cas qui ont été déclarés au premier semestre 2023. Et cela aurait aussi des liens avec les violences entre partenaires intimes. Et si vous regardez les données de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a une corrélation forte entre les violences entre partenaires intimes, les dénis des ressources, les violences psychologiques et les mariages forcés. Parce qu'il y a aussi de plus en plus des survivants de mariages précoces et forcés qui cherchaient les services. Et au Niger, ils ont représenté 28% du nombre total de survivantes prises en charge au premier semestre 2023. Et au Burkina Faso, 48% des survivantes ont été prises en charge. Donc, le mariage forcé et précoce qui serait aussi utilisé comme un des mécanismes de survie négatif, malheureusement, est devenu une pratique aussi en plus des contraintes et des normes sociales. Il y a pour des raisons de sécurité, certaines familles vont souhaiter donner plutôt leur fille en mariage plutôt que la fille soit prise de force par les terroristes. Il y a aussi, pour des raisons de survie et des raisons économiques, certaines familles vont donner en mariage plutôt leurs filles, passer une bouche de moins, mais aussi ça fait entrer des revenus dans la famille. Donc, c'est une question auquel nous devons vraiment faire attention pendant les séances de sensibilisation, mais aussi à la mise en place des services pour cette catégorie de survivantes. Au Mali, on a constaté que 29% des survivantes ont bénéficié des services. Ça, c'est tous les services. Hein? Et c'est aussi tous les types de VBG. Ce n'est pas seulement les mariages forcés. Donc, il y a les viols, les agressions sexuelles, les agressions physiques et les mariages psychologiques et déni des ressources. 29% des survivantes étaient des mineurs de moins de 18 ans. Donc, vous voyez comment la guerre est en train d'affecter aussi les enfants et plus particulièrement les enfants du sexe féminin. Nous avons aussi constaté qu'il y a un lien fort entre conflits et les viols et les agressions sexuelles dans certains pays. Si on prend l'exemple du Burkina Faso et du Mali, au Burkina Faso, 11% d'auteurs de VBG, au Mali, 11% d'auteurs de violences basées sur les genres sont des membres des groupes armés non étatiques. Toujours considérer que c'est la même période au premier semestre 2023. Peut-être que les données vont changer à la fin de l'année. Et ils représentent 24% des auteurs de VBG au Burkina Faso.
pour la même période, premier semestre 2023. Donc, cela établit les liens qu'il y a entre conflit et violence basée sur les genres. Donc, les collègues qui travaillent sur l'agenda paix, sécurité et développement devraient tenir en compte vraiment de cette nouvelle donne qui nous montre les données sur la prise en charge des victimes, des survivantes de violences basées sur les genres dans la région. Et on a constaté que les viols et les agressions sexuelles représentent 48% des cas de VBG déclarés au Mali, qui est très énorme. Donc, vous voyez les contextes aussi dans lesquels le Mali se trouve pour le moment. Cela pourrait s'expliquer aussi par les contextes des conflits, d'insécurité et des attaques récurrentes. Alors, pardon. Parallèlement, les constats faits au niveau des domaines de responsabilité VBG, compte tenu des données que nous avons, les analyses, nous montrent qu'il y a une faible disponibilité des services. Les services de prise en charge demeurent insuffisants, ce qui expliquerait le faible accès aussi aux services, mais également les manques de formation sur les services de prise en charge. Parce qu'on ne va pas faire des sessions d'information, des séances de sensibilisation sur les services de prise en charge là où il n'y a pas les services de prise en charge. Alors, les données nous montrent que l'accès aux services spécialisés VBG demeure une contrainte majeure pour la plupart des survivantes des survivantes de VBG. Exemple, au Burkina Faso, sur 13 régions, nous avons 6 seulement, soit 46%, qui disposent par endroit, je dis bien par endroit, quelques services spécialisés VBG. Cela veut dire que 54% des zones n'ont pas de services VBG. Ou s'ils ont des services, ces services sont vraiment déficitaires. C'est la lecture qu'il faut faire de ces informations. C'est la lecture qu'il faut montrer chaque fois aux donateurs, lorsque vous discutez avec les décideurs, pour qu'ils investissent dans les zones où il n'y a pas aussi les services, pas uniquement dans les zones humanitaires. Ça veut dire les zones non humanitaires, les zones considérées non humanitaires où il n'y a pas de coordination VBG, on n'a pas de visibilité sur les services qui sont là. Et pourtant, la VBG, même si elle s'accentue avec la crise, les conflits, la situation humanitaire, elle existe toujours. Donc, les femmes et filles qui se trouvent dans ces autres zones, les 54% des autres zones, ont aussi besoin de services comme celles qui sont dans les zones humanitaires, les 6 régions là-bas, où il y a peu de services. Donc, la situation reste alarmante et nécessite vraiment une attention particulière. Sans les services VBG, il n'y aura pas de réponse à la violence basée sur les genres. Donc, par conséquent, on a constaté que 12% des survivants dans les besoins n'ont pas eu accès à la prise en charge médicale, par exemple. Et ne pas avoir une prise en charge, accès à la prise en charge médicale, cela pourrait signifier aussi les grossesses non désirées. Cela pourrait signifier aussi la prolifération des maladies comme les maladies sexuellement transmissibles et les VIH-Sida. Ça peut aussi signifier la prolifération des maladies comme l'hépatite B, les tétanos et autres, tout ça. Parce que si on accède aux services dans les délais de 72 heures, c'est tous les services médicaux, on peut éviter toutes ces maladies et toutes ces conséquences que je viens d'évoquer. Et 58% des survivants des viols et agressions sexuelles n'avaient pas accédé aux soins dans les délais de 72 heures après incident au Burkina Faso. Ceci pourrait se justifier par le fait que par endroit, il n'y a pas de services qui sont disponibles, ou bien les services sont disponibles, mais l'accès physique est difficile compte tenu de l'insécurité, ou bien les services sont disponibles, mais sont loin. Donc, les survivantes vont accéder aux services dans les zones d'accueil ou pendant la phase du déplacement. À ce moment-là, ils vont accéder aux services et les 72 heures après incident seraient déjà passées. Au Mali,
70% des localités du centre-nord du Mali ne disposent pas de services spécialisés VBG, selon les rapports produits par les sous-clusters VBG au Mali au premier semestre 2023. Et 5% seulement des régions ont eu accès aux séances d'information sur la VBG et la protection contre les abus et exploitations sexuelles. Donc, nous faisons de fortes recommandations. C'est mon dernier slide. Amandine. Next slide. Prochain slide, Amandine. Oh, il y a un petit décalage, Donc, je pense, mais là, c'est lancé. voilà, c'est passé bien. Il y a 3 recommandations majeures. La première recommandation, compte tenu du thème de l'année, qui nous demande d'investir davantage dans la prévention. Nous encourageons tous les acteurs à promouvoir les approches communautaires d'information et de prévention des violences basées sur les genres. Travailler avec les relais communautaires, les leaders traditionnels, les groupes de jeunes, les groupes de théâtre local, les radios communautaires et autres pour amplifier les voix si les violences basées sur les genres et ce que les données nous disent. Et les acteurs aussi humanitaires dans toutes les opérations renforcent la centralité de la protection dans tous les secteurs. La lutte contre la violence basée sur les genres est une responsabilité collective. Donc, chaque secteur, que ce soit WASH, que ce soit éducation, les données qu'Anna Maria a présentées a fait un lien très fort entre le non-accès à l'éducation et l'augmentation des risques de violences basées sur les genres pour les jeunes filles. Donc, le secteur éducation, par exemple, devrait avoir des plans clairs d'atténuation des risques de VBG dans leurs opérations. Le secteur WASH, le secteur sécurité alimentaire. Les données VBG au Burkina Faso nous montrent, par exemple, les liens entre l'insécurité alimentaire et les violences entre partenaires intimes. Donc, les zones où la classification IPC, insécurité alimentaire, est haute, donc 3, 4 et 5, sont aussi les zones où on a trouvé des tendances qui sont élevées des violences entre partenaires intimes et les dénis de ressources. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. C'est ça l'importance aussi des analyses des données et des informations. Nous demandons qu'il y ait un accroissement des financements pour le déploiement des services VBG au-delà de la disponibilité des données VBG. Comme le cas, on a montré 70% des zones au Mali qui ne sont pas couvertes et 54% des zones au Burkina Faso qui n'ont pas aussi les services. On n'a pas les données là-bas parce qu'on n'a pas aussi les services. La manière la plus éthique et sécurisée d'avoir les données VBG, c'est de les faire à travers l'accès aux services VBG. Donc, même s'il n'y a pas de services, même s'il n'y a pas de données sur les incidents, vraiment, il faut financer les services VBG, financer les organisations de la société civile, les organisations des droits des femmes, les organisations locales dirigées par les femmes, pour qu'il y ait les services de prise en charge VBG dans ces zones-là. Et nous sollicitons aussi qu'il y ait le financement des positions de coordinateurs et des gestionnaires d'information, protection et VBG pour qu'on soit à mesure d'avoir des analyses qui peuvent orienter la prise de décision. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Oswald. Nous allons laisser la parole à Jamila, mais le temps qu'elle se connecte, qu'elle branche sa caméra et son micro, nous avions une question d'abord pour Anna par rapport aux données qui ont été présentées du P21. Il y avait des demandes de précision concernant les violences émotionnelles et psychologiques. Est-ce que Anna, tu peux nous dire un mot?
Merci beaucoup et merci beaucoup pour la question. Juste très rapidement parce que je vois que Jamila elle est prête. En fait, en ce qui concerne les violences émotionnelles et psychologiques, il faut comprendre que c'est très difficile d'identifier. Ils font souvent partie des autres types de violences et c'est difficile en tant que pour un système de monitoring de protection aussi non spécialisé en violences basées sur les genres. De protection, mais ce n'est pas spécialisé, de pouvoir repérer ces types de violences. Et nous avons des statistiques, et c'est parmi des indicateurs dans la collecte des types d'incidents GVV. Par contre, ce sont des statistiques très, très basses. Mais pour ça, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que ces données sont souvent à titre d'indicateur. Ce sont des données qui, malheureusement, pour un problème, moi, je dirais global, en ce qui concerne la collecte des informations sur les violences basées sur les genres, ça reste très bas en comparaison avec les problèmes et la magnitude du problème. Très souvent aussi, les femmes et les filles qui suivent des violences basées sur le genre ne savent pas des fois qu'ils sont suivis surtout des violences émotionnelles et des violences psychologiques, sauf si elles ont eu l'opportunité d'avoir accès à un service de soutien. Donc, voilà, on collecte les informations, c'est parmi les indicateurs, mais c'est très, très bas. Et donc, ce qu'on a projeté, c'était les indicateurs principaux. C'était les 5 premiers ou les 4 premiers types d'incidents de protection soulevés par les communautés, par les informateurs clés. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Je rebranche mon micro. Merci beaucoup, Anna. Je vois qu'il y a des mains levées, peut-être des participants qui nous ont rejoints en cours de webinaire. Nous vous proposons de mettre vos questions dans le chat parce que nous ne pourrons pas prendre toutes les questions, le temps ne nous le permet pas. Mais vous pouvez les mettre dans le chat, on y répond au fur et à mesure et sinon on y répond à l'oral si on ne peut pas répondre par écrit. Voilà. Si vous ne voyez pas le chat, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont normalement en bas de votre écran. Ça apparaît en Q et R et là, vous avez une barre de questions qui apparaît. Nous allons maintenant laisser la parole à Jamila. Jamila, qui est coordinatrice protection au Niger pour DRC. Jamila, je vais juste te demander de brancher le micro. Voilà, on t'entend bien, c'est parfait, merci. Et Jamila, donc, tu es basée à Niamey et nous aurions voulu t'entendre par rapport à la situation de protection sur les VBG qui a été présentée avec les différentes données, tendances, analyses avec Anna et Oswald. Nous aurions voulu t'entendre par rapport à la programmation, la mise en œuvre opérationnelle au niveau des opérations DRC au Niger avec les partenaires. Comment ces données, ces analyses vous servaient, vous, au niveau de la mise en œuvre opérationnelle? Ok, merci beaucoup Amandine, merci. Bonjour à tout le monde, désolé pour le retard, c'est vraiment dû à la connexion à mon niveau. Comme Amandine l'avait dit, moi c'est Jamila Alou-Shekaraou, donc je suis basée à Niamey pour DRC. Je suis coordinatrice protection. Donc du coup, comme tu me l'avais posé comme question, les données qui ont été présentées ont servi à beaucoup au niveau de la prévention et au niveau de la réponse protection chez DRC. Quand je prends par exemple au niveau de la prévention, quand on fait la triangulation de ces données P21 avec les données des incidents qu'on a enregistrés dans notre base de données, et là, ça nous permet d'orienter nos différentes sensibilisations, les thématiques selon les contextes, parce que ça ressort clairement les difficultés liées à la protection de par les contextes. Donc, sur cette base, nous développons nos thématiques de sensibilisation. Nous développons nos thématiques de renforcement de capacités aux structures communautaires qui nous servent de relais au sein de la communauté. Maintenant, quand je viens au niveau de la réponse, j'avoue que auparavant, jusqu'à maintenant, donc maintenant le processus est en place, mais on ne faisait pas la gestion des cas VBG type proprement dite. Mais
compte tenu de tout ce qui vient d'être présenté par les collègues P21, nous avons vu la nécessité, parce qu'au Niger, il ressort clairement l'inaccessibilité aux services sociaux de base pour les cas de protection, surtout les survivantes de VBG, ou bien la réponse est apportée à moitié. Donc, on a fait la triangulation entre les données P21 et les incidents qu'on enregistre à l'interne. Et là, il ressort clairement qu'il y a besoin qu'on mette en place un mécanisme de gestion des cas VBG qui va nous permettre de répondre de façon holistique aux cas de protection. Et du coup, dans la programmation, à partir du moment où l'analyse a été faite, nous avons pris la décision d'intégrer la gestion des cas sur tous nos projets de protection de DRC. Cela suppose qu'on va essayer d'avoir des assistances multisecteurs qui vont nous permettre d'apporter la réponse holistique, parce qu'on se rend compte qu'à travers les données P21, toujours, on se rend compte que les services ne sont pas toujours disponibles dans toutes les localités. C'est soit le service est éloigné, soit le service n'existe pas du tout, soit les bénéficiaires n'ont pas les moyens pour atteindre ces services-là. Donc, du coup, on est en train de mettre en place le mécanisme de gestion des cas violence basé sur le genre. Je peux aussi dire que dans l'analyse qu'on a eu à faire, c'est ressorti clairement, toujours en lien avec l'inaccessibilité au service, c'est ressorti clairement qu'au sein du RRM, déjà le RRM fait 90 jours. Donc, après les 90 jours, il n'y a pas de service qui continue, ou il y a moins de services qui continuent la protection sur les sites RRM. Donc, tout ça là, nous avons pu avoir vraiment la confirmation. Déjà, il y avait des observations qui ont été faites, mais il n'y avait pas de base pour prouver. Maintenant, les données P21 sont venues nous prouver justement les observations qu'on a eu à faire. Quand je parle aussi de perspective, perspective là, déjà, j'avais dit qu'on est en train de mettre en place le mécanisme de gestion des cas avec une assistance multisecteur qui va nous permettre de faire la réponse holistique. Et peut-être la localisation. Aussi, au niveau de la localisation, nous sommes en train de voir comment renforcer la capacité de nos partenaires pour qu'ils puissent prendre en charge convenablement les cas de protection en général, et particulièrement les survivantes de la violence basée sur le genre. Et parlant de ces structures partenaires du DRC, vous allez trouver des ONG nationales, les structures étatiques. Tout ça là, c'est dans vraiment l'optique de faciliter l'accès aux survivantes de VBG. De façon ramassée, voilà ce que j'ai à vous dire. Et je suis disponible aussi pour des questions. Lors de nos échanges, Jamila, tu avais évoqué justement ce travail qui était effectué avec des partenaires, avec des ONG locales, nationales, avec aussi les structures effectivement étatiques. Est-ce qu'il y a des limites dans ce travail aujourd'hui, des difficultés particulières que vous rencontrez pour pouvoir mener à bien ces actions avec ces partenaires? Ah oui, il y a les difficultés. Quand je prends les structures étatiques surtout, parce que les structures les ONG nationales, ça va encore, mais quand je prends les structures étatiques, le premier problème auquel on est confronté, c'est le manque de moyens. Quand je parle de moyens, c'est surtout les RH au niveau des structures étatiques, parce que normalement, notre vœu, c'est que la prise en charge soit effectuée vraiment par les structures étatiques. Maintenant, la première difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'abord, il n'y a pas ces structures dans toutes les localités, l'indisponibilité de ces structures-là.
Et puis, quand on prend en termes de moyens, c'est surtout le staffing, il manque de ressources humaines. Et là, c'est un peu compliqué de financer des ressources humaines pour une structure étatique, vous voyez. Donc, du coup, ça fait aussi partie de nos limites. Je pense que c'est les deux gros points essentiels des limites qu'on a avec les structures étatiques. Maintenant, avec les structures nationales, bon, il y a aussi des difficultés, souvent c'est de la qualité et autres, mais cette année, on est en train de voir vraiment comment renforcer la supervision au niveau de ces structures, de ces ONG locales-là, pour que la qualité soit au rendez-vous, comme on le souhaite, et que ça réponde vraiment aux normes. Sinon, c'est plus facile de travailler avec eux parce que même pour la question d'accès aux zones inaccessibles pour nous, avec les ONG nationales, ça nous facilite vraiment d'atteindre les populations qui se trouvent dans les zones d'accès difficiles. Et d'ailleurs, par rapport à cette question de la qualité, mais il y a aussi la sensibilité du sujet VBG, un participant pose la question aussi en termes de monitoring de protection. Comment sont formés les moniteurs pour la collecte de données et la collecte spécifique à la question des VBG? Puisque eux-mêmes ne sont pas, je reprends la question, eux-mêmes ne sont pas des gestionnaires de cas, ils sont vraiment là pour de la collecte d'informations. Quelle formation ou sensibilisation ont-ils par rapport à la violence basée sur le genre? Oui, là, quand on prend au niveau les difficultés qu'on rencontre à ce niveau, c'est plus cette question on est fatigué à chaque fois, on nous administre un questionnaire et puis la réponse ne suit pas, ou bien on nous administre le même questionnaire à chaque fois. Mais en termes de sensibilisation, ce que nous disons aux équipes, c'est de dire que après la collecte de données, pour toutes les questions en lien avec la protection, on essaie de partager des informations sur les services disponibles pour que les personnes qui se sentent vraiment dans le besoin se rendent vers ces services pour avoir la réponse. Aussi, je ne sais pas, au niveau quand on prend le contexte du Niger, c'est un peu, je ne sais pas si c'est dans tous les contextes en Afrique de l'Ouest, mais quand même au Niger, il y a la sensibilité liée au contexte socio-culturel. Donc, le contexte socio-culturel n'est pas très favorable dans toutes les zones d'intervention en lien avec la question de la violence basée sur le genre. Donc, du coup, on essaie vraiment de bien cadrer nos communications, de faire passer le message à travers les structures communautaires parce que ce sont les personnes les mieux indiquées à communiquer, ou bien ces structures communautaires se sentent plus à l'aise avec la communauté et la communauté aura plus de confiance avec ces structures communautaires qui sont issues de la communauté, qui font partie de la communauté et qui vont porter les messages sur la question de la violence basée sur le genre. Pour ceux qui le savent déjà, au Niger, au début, avant, c'était difficile de parler de violence basée sur le genre, mais maintenant, ça devient un sujet qui se discute un peu partout. Donc, du coup, je me dis qu'il y a des avancées et on continue à vraiment renforcer les efforts pour que ce sujet ne soit plus un sujet tabou et que les violences basées sur le genre soient vraiment quelque chose que tout le monde prenne conscience vraiment de la question des conséquences de la VBG. Donc, du coup, voilà. Oui, merci. On se base plus sur les structures communautaires pour faire passer nos messages de sensibilisation en lien avec la question de VBG. D'accord, très bien. Et surtout quand on parle de mariage d'enfants, mariage forcé. Quand on parle de mariage forcé, surtout, c'est là où c'est plus que compliqué parce que même la loi au Niger, la législation nationale accepte le mariage à 15 ans.
Merci pour ces précisions, Jamila. Je pense qu'Anna aussi en dira peut-être un mot par rapport à la formation et aux informations qui sont transmises via les moniteurs. Aussi, je voulais revenir, il y a eu quelques questions aussi sur les problématiques d'accès et en particulier le fait que en termes de référencement, on manque de services. Et comment faire par rapport à ça? Oswald en avait parlé tout à l'heure. Tu as évoqué, Jamila, la nécessité de répondre directement, à faire à la place d'eux, en attendant que justement il puisse y avoir des structures pérennes disponibles au niveau des territoires. Oswald, est-ce que tu veux compléter aussi par rapport à cela? Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur ces difficultés de référencement. Merci. Oui, merci Amandine. Par rapport à cette difficulté d'accès aux services, cela pourrait se justifier par plusieurs raisons. Comme je l'avais déjà dit dans ma présentation, ça pourrait être dit au fait que les services ne sont pas disponibles ou les contraintes des normes sociales, la crainte de la stigmatisation peut faire que les gens n'aillent pas chercher les services pendant que les services sont là, et d'où l'importance de la prévention, de l'information, de l'engagement communautaire. Ça peut aussi être dit du fait des faibles qualités des services. Peut-être que les fournisseurs de services qui offrent ce service ne respectent pas les principes du directeur. Du coup, les gens ne font pas confiance aux services qui sont là. Ça peut être aussi dit du fait à l'accessibilité physique. Les services se trouvent loin et il y a plus de risques d'aller les chercher parce qu'il y a le risque de se faire violer, agresser et autres sur la route par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs raisons, d'où l'importance de l'analyse. Et l'analyse doit être faite au niveau national, par les domaines de responsabilité VBG et les autres experts VBG sur le terrain. Ils analysent les incidents qui y vont et ils mettent cela dans les contextes. Quelqu'un a posé la question par rapport à l'analyse, comment on fait l'analyse. Donc, l'analyse, c'est ce que vous avez les données, plus les contextes, ça vous donne l'information. Donc, les données à elles seules, les incidents à elles seules, ne vont rien vous dire. Il faut aller au-delà. Et ça relève même la question de quelqu'un qui a parlé du VIH, les liens entre le DIP et le VIH. Quelqu'un peut approfondir une analyse sur ça. Si on se dit, par exemple, on trouve qu'il y a plus de violences sexuelles liées au conflit avec les groupes armés non étatiques, qui sont aussi entre autres des auteurs de violences, on trouve qu'il y a un nombre plus important. Au niveau des formations sanitaires, ils peuvent mener ce genre d'analyse. Peut-être qu'ils peuvent trouver plus tard que parmi une catégorie de clientes, comme ça on les appelle au niveau des formations sanitaires, parmi une catégorie de malades, de clientes qui arrivent, la tendance au nouveau VIH, personnes vivant avec le VIH, serait liée au fait d'avoir été agressé sexuellement ou des viols et tout ça. Ça, ce sont des analyses qui sont approfondies. Donc, on a une richesse, comme Anna-Maria l'a dit. Les données, c'est une très grande richesse. Maintenant, il faut approfondir l'analyse. Plus nous approfondissons l'analyse, plus ça nous aide à orienter le programme et la prise de décision. Si vous écoutez très bien notre collègue du Niger qui vient de finir sa présentation, elle a dit que les analyses produites par le projet P21 les a inspiré et indiqué qu'ils pouvaient mettre en œuvre les services de gestion des cas. Et non seulement les services de gestion des cas, mais aussi de continuer à soutenir les zones RRM après les 90 jours qui sont dédiés à ce service-là. Donc, après les 90 jours, il faut qu'il y ait une continuité des services. Et ils ont une analyse qui les donnait comme preuve qui a nécessité de continuer à offrir les services au-delà de ces 70 jours, de ces 90 jours. Mais la VBG, pour intervenir pour la VBG, on doit partir du principe que la VBG existe toujours.
Donc, au-delà du conflit, au-delà de la situation humanitaire, la VBG existe toujours et la nécessité de mettre en place les services est très, très importante. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que la collègue avait déjà dit. Merci beaucoup, Oswald. On va maintenant passer la parole à Anne-Marie, Anne-Marie Sawadogo, de l'Agence française du développement et qui représente donc l'Alliance Sahel. Bonjour Anne-Marie, vous nous entendez, c'est bon? Vous avez pu nous rejoindre. Bonjour, bonjour Anne, bonjour Amandine, bonjour à tous. Désolée de vous avoir rejoint tardivement pour quelques soucis informatiques, ça arrive. Oui, Du ça arrive. coup, je n'ai pas pu participer aux toutes premières communications, mais le peu que j'en ai entendu est extrêmement enrichissant. Voilà. Et j'espère pouvoir également contribuer un peu à tous vos échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Alliance Sahel et les objectifs de cette alliance? Ok. L'Alliance Sahel, en fait, c'est une plateforme de coordination de l'aide au développement au Sahel qui fédère en fait l'action de 27 partenaires au développement, qui sont des bilatéraux et des multilatéraux également. Au total, il y a 18 membres qui sont de plein exercice et également des membres observateurs, seulement 9. Et l'Alliance Sahel a été lancée en 2017 et réunit aujourd'hui vraiment la majeure partie des acteurs institutionnels de la coopération internationale qui interviennent dans la région du Sahel. Et son objectif, c'est vraiment autant que possible, d'apporter de plus en plus une réponse coordonnée, conjointe, efficace et vraiment beaucoup plus adaptée aux enjeux et aux priorités de développement euh, des pays, des populations du Sahel. Et c'est très, très justement très enrichissant d'avoir pu écouter ici les acteurs de la société civile parce qu'ils sont en fait ceux qui sont en première ligne qui peuvent nous renseigner le plus sur la réalité du terrain et qui peut orienter en fait les décisions, les projets qui peuvent être mis en œuvre, décidés par les gouvernements et accompagnés par les partenaires. Voilà en quelques mots. D'accord, Les merci. objectifs. Et je sais que l'Alliance Sahel utilise aussi beaucoup l'analyse de l'information, les données. Comment mettez-vous, quelle méthode utilisez-vous, quelles approches adoptez-vous à ce niveau-là? Effectivement, l'analyse, elle est très importante, mais il faut dire que au niveau de l'Alliance Sahel, c'est vraiment toute une organisation qui a été mise en place au départ après réflexion des membres avec les gouvernements de pays pour choisir dans quel domaine ils vont concentrer leurs efforts. Et les membres de l'Alliance Sahel ont choisi de concentrer leurs efforts autour de 3 priorités, en cohérence bien sûr avec les priorités de développement qui ont été établies par les gouvernements des pays. Et la première de ces priorités, c'est véritablement tout ce qui va concerner la création des opportunités d'emploi et de revenus pour la jeunesse à travers l'éducation, notamment la formation, l'entrepreneuriat. Et bien sûr, deuxième grande priorité, ils vont s'intéresser à tout ce qui est résilience au choc, notamment climatique, renforcement des systèmes agricoles, alimentaires et de protection sociale adaptative, justement dans les contextes de crise et conflits où les VBG se démultiplient. Et troisième grande priorité, c'est le développement des territoires et l'accès aux services de base. Et bien sûr, de façon transversale à tout ça, les membres se sont engagés à poursuivre leurs efforts en faveur des femmes et des filles et à prendre en compte l'égalité des genres dans leurs activités en vue d'autonomiser, de renforcer vraiment l'autonomisation des femmes dans toutes les sphères, au niveau politique, social, économique, en lien avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et des Nations Unies. Et c'est là, franchement, où on rejoint la thématique
qui nous rassemble aujourd'hui, celle des VBG. Donc ça, aujourd'hui, c'est devenu une évidence pour les partenaires qu'il faille intégrer ça dans l'ensemble des axes de travail où ils sont présents. Et puis, l'autre approche, là, c'est les priorités qui sont fixées, les trois grandes que j'ai dit, avec façon transversale. Tout ce qui va concerner l'égalité femmes-hommes et les VBG. Et l'autre grande approche, ça va être l'approche territoriale intégrée, qui, elle, en fait, promeut une approche multisectorielle des différents acteurs qui soit simplement différenciés par rapport au niveau au contexte des territoires selon leurs caractéristiques. Voilà, donc pour ne pas prendre trop de temps, si vous souhaitez, je pourrais développer un peu plus ce que c'est que cette approche territoriale intégrée, mais c'est vraiment l'approche qui est développée par les partenaires. Maintenant, pour en venir à l'analyse même, aux données même, il faut savoir que à travers cette approche territoriale intégrée, pour pouvoir la mettre en œuvre, les partenaires se sont dotés d'outils qui permettent justement de collecter les données. Et ils ont une base de données commune à tous les membres de l'Alliance Sahel. Et ils ont également un portail de données publiques avec une carte interactive qui permet en fait de visualiser tout ce qui se passe dans les régions. Et puis, ben, tout ce qui est données qui sont produites à travers des projets comme Projet 21 ou Women Count de ONU Femmes pour aller sur des sujets beaucoup plus spécifiques liés à la question de l'égalité femmes-hommes et des VBG. Et bien sûr, l'autre approche, c'est d'être à l'écoute des acteurs de première ligne que sont les OSC, et une tribune comme celle-là nous permet d'être à l'écoute et d'essayer d'amplifier un peu tout ça. Donc voilà en quelques mots les approches qui sont développées par l'Alliance Sahel et comment elle se saisit des données et qui sont proposées. Très bien, merci beaucoup. Donc, la base de données est accessible aux membres de l'Alliance ou plus largement à... Oui, il y a une base de données qui est interne aux membres et à celle qui est destinée au grand public où tout le monde peut aller consulter et regarder sur la cartographie toutes les interventions qui sont là. Et peut-être un peu plus tard, je pourrais vous en dire un peu plus sur certains projets qui essaient d'avancer beaucoup plus sur les données cartographiques et qui mais aussi le soutien au gouvernement pour développer et produire des données statistiques en matière d'égalité et qui progressivement vont être mises en ligne à disposition de tous les acteurs. D'accord. On pourra transmettre, le temps là ne va pas nous permettre d'aller trop dans les détails sur les différentes initiatives qui sont portées par l'Alliance Sahel, mais nous pourrons vous communiquer aux participants avec les différents éléments, des précisions sur ces sujets et des liens aussi. Je sais que vous avez un site internet qui développe les différentes approches et qui donne des informations à ces sujets. Donc, nous pourrons communiquer tout ça après le webinaire. Peut-être pour terminer, par rapport, en quelques mots, par rapport aux différents enjeux, défis identifiés, on en a soulevé un certain nombre en termes d'accès, de la sécurité qui est rendue difficile sur certaines zones, le développement de travail partenarial, la localisation, tout en, je crois que dans le chat d'ailleurs, il y a eu une mention aussi de ça, de travailler au niveau local, mais en protégeant aussi les structures partenaires avec lesquelles on travaille, comment éviter les risques de nuire aussi aux acteurs qui travaillent au niveau local. Voilà, il y a toute une série d'enjeux et de défis qu'on a identifiés ce matin. Vous, au niveau de l'Alliance, quel développement envisagé en termes de stratégie vous voyez? Ok, bon, là vous me posez une question avec un grand défi parce que bon, ça concerne bien sûr tous les membres de l'Alliance Sahel. Je ne pourrais pas vous dire très précisément ce que fait chacun, mais plutôt indiquer en fait dans quel sens vont un peu nos réflexions au sein spécifiquement du groupe genre de l'Alliance Sahel et puis les quelques pistes de travail qui sont faites.
sachant que, bon, dans le détail, c'est vraiment à travers des projets accompagnés comme celui du projet 21, où les différents partenaires peuvent s'inscrire. Mais globalement, il faut déjà savoir que tous les partenaires s'accordent pour dire que c'est vraiment essentiel d'avoir les données et que sans les données, en fait, les femmes, elles sont invisibles. Et au-delà des données, comment on s'en saisit pour transformer, évoluer vers une approche transformationnelle féministe réellement. Et j'allais dire que ça à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de la gouvernance, les partenaires se sont accordés pour s'investir vraiment sur le renforcement de l'environnement institutionnel pour aider à, à fournir ces données statistiques-là, augmenter la production de façon régulière et qu'elle soit de qualité. Ensuite, d'améliorer l'accès et l'utilisation, la dissémination de ces statistiques. Et puis, un autre élément très important, c'est comment on accompagne les OSC pour qu'elles s'approprient ces statistiques-là, qu'elles puissent travailler à l'analyse et que ça renforce leur argumentaire dans le plaidoyer auprès des gouvernements pour que ça puisse contribuer au dialogue de politique publique et faire évoluer, faire prendre des décisions importantes sur le terrain. Également, des acteurs comme la presse, les médias, c'est très important aussi de les avoir comme alliés. Comment on peut s'investir pour qu'ils s'approprient également ces statistiques sur les VBG et qui contribuent à la diffusion et interpeller les populations, éveiller les consciences collectivement sur comment on peut les faire évoluer. Également, il y a tout ce qui va concerner le partage des savoirs, c'est-à-dire mettre à disposition de tous ces données-là. Dans un deuxième temps, c'est comment on peut vraiment renforcer cette approche transformationnelle féministe. Et là-dessus, on essaie également les partenaires de mettre à disposition, de mutualiser un certain nombre d'outils que nous appelons, enfin, plus globalement des boîtes à outils genre, pour que les acteurs puissent progressivement monter en capacité pour adresser ces sujets-là. Et tout ce qui peut être recherche menée par les uns et les autres, le mettre à disposition des acteurs et développer de plus en plus des approches innovantes à ce sujet. Également, j'allais dire dans un deuxième temps, c'est tout ce qui va concerner au niveau du territoire même, l'adressage, par exemple, les différents cas que vous avez cités ce matin, les situations ne sont pas les mêmes d'une zone à l'autre. Donc, quand inciter davantage en fait à cette approche vraiment sur le territoire et adresser spécifiquement le problème et dans des délais courts, adaptés, parce que souvent les partenaires s'inscrivent sur des investissements structurants, mais la réalité aujourd'hui nous montre que on ne peut pas rester dessus. Il faut accepter faire évoluer nos approches pour dans ce nexus humanitaire et développement qui nous permet de répondre très concrètement. L'autre élément, c'est que de plus en plus les partenaires vont essayer de se mettre ensemble, d'avoir des approches en cofinancement pour toucher pour adresser ces questions et plus globalement se projetant pour avoir peut-être un observateur commun du genre sur la région et peut-être même des financements conjoints à la disposition des acteurs de la société civile et des États pour intervenir. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire en quelques mots sur comment on se projette un peu.
Très bien, mais merci beaucoup. C'était très clair. L'articulation entre l'information, l'analyse de données, on le voit, sert à la fois effectivement les aspects opérationnels sur le terrain. Ça permet effectivement de pouvoir mieux adresser les problématiques identifiées. D'identifier aussi l'éventuel gap, mais aussi au niveau donc des financements, ça permet effectivement de pouvoir mieux orienter les financements et de prioriser aussi sur les actions qui doivent être menées. On l'a vu, donc on a des risques de protection qui sont en augmentation sur la région. Hein. Si on regarde donc le document qui vous sera partagé, qui vous a été, les données qui vous ont été présentées en début de webinaire, on le voit. On a des risques de protection qui ont augmenté ces 2 dernières années. Les tendances le montrent sur l'ensemble de la région. Les conflits, les déplacements, les restrictions de mouvement, donc tout ça couplé à une précarité, une insécurité alimentaire, aggrave les risques de violences basées sur le genre. On a vu justement que dans les données présentées, les tendances, les croisements et l'impact, l'approche multisectorielle que cela nécessite en termes de réponse. Hein. Jamila l'a aussi mentionné, la nécessité d'avoir une réponse, une approche holistique. La volonté de vouloir travailler au maximum avec des structures au niveau local, mais parfois le référencement n'est pas possible, donc il faut donc avoir cette double approche de développement et de renforcement au niveau local et de réponse aussi aux urgences et en urgence. Donc voilà, ça nécessite une mobilisation et je l'ai vu aussi dans le chat, beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Une forte mobilisation, certes, mais aussi une très grande coordination, donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'analyse et du partage des données, Anne-Marie l'a souligné, mais aussi une très grande coordination des acteurs ensuite au niveau du terrain. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation, les intervenants. Merci beaucoup pour votre mobilisation aujourd'hui. Malgré les petits défis techniques rencontrés en début de webinaire, vous avez réussi à tous vous connecter et je vous en remercie sincèrement. On a tenu l'heure. Je suis désolée, il y avait beaucoup de commentaires. Peut-être que nous n'avons pas répondu à toutes les questions. Mais comme je le disais en début de webinaire, le webinaire est enregistré. Nous vous ferons suivre à l'adresse d'inscription le lien pour la retransmission de la vidéo. Nous vous communiquerons également support de présentation avec les données du projet 21 qui vous ont été présentées en début de webinaire. Comme ça, vous aurez aussi les informations à votre disposition. Et nous restons, bien entendu, disponibles si vous avez plus de questions. Vous pourrez nous joindre donc au niveau du projet 21. Nous serons ravis de pouvoir vous fournir plus d'informations si besoin. Merci à toutes et tous. Et bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine et une bonne fin de campagne pour celles et ceux qui ont encore des activités prévues ces 2 prochains jours. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup. Merci, bye. Merci, très bonne journée. Au revoir. Merci.